Avant cet épisode, prenons un instant pour parler de votre entraînement. Les épisodes de Courir Mieux sont là pour vous aider dans votre entraînement et vous donner des clés pour progresser. Mais rien ne remplacera une planification personnalisée, cohérente avec vos objectifs, ainsi que pensée et suivie par un entraîneur qualifié. Et Courir Mieux vous propose aussi cela, avec 2 offres de coaching basées sur la recherche scientifique, sur une compréhension approfondie de la pratique et sur vos besoins à vous. Elles sont gérées par moi, Cyril Forestier, docteur en sciences du sport, coach diplômé spécialisé dans le trail et pratiquant. La première offre est centrée sur la course à pied et le trail. La deuxième offre vous accompagne plus largement en prenant en compte d'autres activités sportives comme le renfort, mais aussi la nutrition, le plan de course, la préparation mentale et bien plus encore. Les 2 offres ont le même but, vous entraîner pour que vous atteigniez vos meilleures performances en prenant du plaisir dans la pratique et en évitant les blessures. Je vous invite à consulter ces offres sur le site courir-mieux.fr et à me contacter si vous avez la moindre question ou si vous êtes intéressé. Je me ferai un plaisir de vous accompagner vers vos objectifs. Allez, place à l'épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans ce Scientific Day partie 3, nous allons faire suite à la partie 2 et à la partie 1 sur la santé et la pratique de l'ultra-trail et conclure cette thématique. Ici, j'ai la chance de recevoir Stéphane Doutrelot, médecin au CHU de Grenoble-Alpes, spécialisé dans les pathologies cardiaques et respiratoires du sportif. Stéphane est aussi un des auteurs de la revue de littérature sur ce sujet que j'ai vulgarisé dans la partie 1. Avec cet invité en or, je vous propose de plonger dans les conséquences que peut avoir l'ultra-trail sur le système cardiovasculaire et sur la sphère respiratoire. Et vous verrez que là aussi, cette pratique est majoritairement sans risque, même si certains marqueurs peuvent et doivent être surveillés régulièrement. Allez, c'est parti pour ce Scientific Day ultra dangereux, partie 3. Salut Stéphane, comment ça va ? Salut Cyril, moi ça va bien, et toi ? Ça va super. Je te remercie de m'accueillir ici. Alors, on est dans un bureau à côté de chez toi, on a le Moucherotte quasiment en face de nous, on est en bas des montagnes. Et en fait, la petite anecdote rigolote, c'est que tu travailles à 5 minutes de chez moi, donc pour enregistrer, on le fait cette fois en présentiel. C'est plutôt agréable en fait de faire ça plutôt qu'en visio. Je viens d'apprendre que tu prenais le départ de la même course que moi dans pas très longtemps, donc mon but c'est que cet épisode soit le plus cognitivement demandant pour toi, pour que tu sois épuisé pour 3 semaines et qu'au départ de la course, tu n'aies plus toutes tes ressources. D'accord, on va faire ça alors. Est-ce que tu peux te présenter brièvement aux auditeurs qui probablement ne te connaissent pas ? Donc moi je m'appelle Stéphane Doutrelot, donc je suis cardiologue du sport. C'est une espèce de spécialité à l'intérieur de la cardiologie, donc je m'occupe plus particulièrement de sportifs. Et je suis physiologiste de l'exercice. Je te pose pour commencer la première question qui va introduire cet épisode sur, notre échange plutôt, sur la santé autour de l'ultra-trail. Exactement la même que j'ai posée en introduction à Laurent dans la partie 2. Toi et moi on se retrouve là pour la partie 3. Est-ce que selon toi, l'ultra-trail est dangereux pour la santé ? Alors c'est une question peut-être un peu trop vaste pour être posée comme ça, mais globalement je dirais non. Non, c'est pas mauvais pour la santé quand on le pratique avec des règles et quand on est attentif à tout un tas de petites choses. Mais comme tous les sports, je crois que le message important, c'est que le sport, c'est bon pour la santé, quel que soit le volume, l'intensité, mais on pourra revenir, je pense, sur des détails dans la suite. Ok, ça c'est déjà une première réponse qui est un peu assez intéressante, puisque en tout cas, une des raisons pour lesquelles je voulais traiter la santé, c'est parce que souvent on a la vision extérieure que l'ultra-trail, il y a le mot ultra. Ultra, ça fait peur, c'est extrême, ça peut être dangereux pour la santé. Et en fait, les ultra-trailers n'ont pas l'air en si mauvaise santé. Ouais, tout à fait, ouais. Alors on commence à avoir des données scientifiques qui sont assez solides sur d'anciens sportifs de haut niveau qui ont fait des sports d'endurance, pas obligatoirement du trail, parce que c'est une discipline qui est assez jeune, mais dans des sports d'endurance à long terme, finalement, en termes de mortalité, c'est des athlètes qui vivent plus longtemps que des sujets qui ne font pas de sport, en tout cas pas d'ultra-endurance. Donc je pense que de ce côté-là, on peut être rassuré, même s'il peut y avoir un impact de l'ultra-trail, effectivement, sur différentes choses. Ça me rappelle un exemple de ce que tu viens de dire, c'est l'étude que j'ai citée dans la partie 1 sur les premières personnes qui sont passées sous les 4 minutes au miles ou quelque chose comme ça, je sais plus, donc qui étaient des temps en endurance qui étaient extrêmement rapides, suivis de leur mortalité. Ça fait 200 personnes et en fait, tu vois que leur mortalité est beaucoup plus basse. Ils vivent plus longtemps que les autres. Pour les auditeurs, je les renvoie du coup à la partie 1. Selon toi, si on rentre un peu dans les détails, est-ce qu'il y a certains pratiquants, certains types de personnes qui sont plus à risque de développer des pathologies, de développer des problèmes de santé
que d'autres dans la pratique de l'ultra-trail? Est-ce qu'il y a des prédispositions à avoir des problèmes à cause de l'ultra-trail? Alors oui, mais globalement, je dirais que il y a des prédispositions globalement dans la réponse à l'effort, dans la réponse à l'entraînement, et il y a des gens effectivement qui sont plus sensibles. Et quand on fait, je dirais, une photographie des problèmes que l'on peut voir et qui sont induits par la pratique du sport, effectivement, on n'a pas encore les moyens de savoir pourquoi ce type de personne fait ça par rapport à d'autres. Il y a probablement des gens qui ont un phénotype qu'on appelle, c'est-à-dire peut-être une sensibilité particulière à ça. Mais je dirais qu'au niveau d'une population générale, les risques sont quand même peu importants. Là, quand on parle de risques, on est d'accord qu'on parle de problématiques de santé qu'on va appeler chroniques, c'est-à-dire qui vont durer dans le temps, pas simplement, on parle pas de la tendinopathie, on parle de problèmes de santé qui peuvent durer et impacter peut-être la vie à long terme, c'est un peu ça l'idée? Oui, tout à fait, ouais. On a des données scientifiques qui sont de plus en plus précises et qui laissent penser qu'il y a des modifications qui se passent dans différents organes. Alors pour moi, c'est plutôt le système cardio-respiratoire, mais qui sont liés à la pratique sportive. Pour autant, c'est pas pour ça qu'on va avoir plus d'événements. En fait, on est plus actuellement dans une période descriptive, c'est-à-dire qu'on voit des choses, mais est-ce que ça va être responsable d'événements dans les années qui viennent? Ça, pour le moment, on n'a quand même pas beaucoup d'informations là-dessus. C'est un petit peu les conclusions en fait, la raison pour laquelle je t'ai contacté, c'est parce que tu es le co-auteur d'une des publications sur lesquelles je me suis le plus appuyé pour la partie 1. Vous avez fait une grande revue de littérature de un peu je vais reprendre le terme que tu viens d'utiliser, toutes les modifications qu'on peut voir chez les ultra-trailers. Et j'avais l'impression que c'était effectivement la conclusion que vous arriviez à donner, c'était il se passe des choses, ces choses ne sont pas forcément graves, mais elles sont là. C'est un peu ça, selon toi, ton point de vue sur cet article? Oui, alors pour l'instant, oui. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'organisme, quel qu'il soit, que ce soit au niveau musculaire, au niveau des articulations, au niveau du cœur, au niveau des poumons, au niveau de tout ce que tu peux imaginer, c'est quelque chose d'extrêmement plastique, c'est-à-dire qu'il se modifie. Et il se modifie pourquoi? Il se modifie parce que tu as des conditions environnementales qui sont particulières et parce que tu as des conditions d'entraînement. Donc en fait, quand tu soumets le corps à un stress chronique, quel qu'il soit, il va s'adapter. Il peut s'adapter de façon, je dirais, harmonieuse, homogène et de façon forte, sans symptômes, et donc tout va bien se passer. Et puis parfois, dans l'adaptation, il se passe quelque chose qui fait que certains sujets vont peut-être avoir une adaptation qui est peut-être plus anormale. Mais il n'est pas anormal d'avoir un corps qui s'adapte quand on le soumet de façon chronique à un stress. Et quel que soit le sport, ça arrivera. En fait, n'importe quel sportif aura une adaptation. Oui, alors en fonction du type de sport, c'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes adaptations. Et l'ultra-trail a cette particularité d'avoir à la fois de l'intensité, mais surtout du volume. Beaucoup de volume. Et donc, c'est dans ce type de sport qu'on voit les plus grosses modifications. Et aussi beaucoup de volume. Alors, je rebondis là-dessus, peut-être avec une petite casquette entraîneur cette fois, mais parce que dans d'autres sports, par exemple le cyclisme, ils ont également des volumes gigantesques. On pourrait largement les comparer aux volumes à pied. Mais par contre, c'est peut-être des volumes qui sont un peu moins impactants ou moins de cycles étirements détente. Il y a quand même une différence entre les deux volumes, j'ai l'impression. Ouais, tout à fait. Alors, il y a des modifications qui ont l'air communes et d'autres qui ont l'air plus spécifiques à la course à pied d'une façon générale, peut-être pas au trail, mais à la course à pied, en particulier des calcifications des artères du cœur, où c'est beaucoup plus fréquent chez les coureurs à pied que chez les cyclistes, par exemple. Donc le stress mécanique que l'on a en course à pied avec un organe, un cœur qui reste mobile dans le thorax, même s'il est attaché par des ligaments, fait qu'il y a probablement un stress mécanique supplémentaire et qu'il y a une réponse qui est différente entre l'ultra-trail et le vélo. Alors, je te pose une question qui va être peut-être un peu difficile à répondre. Est-ce que toi, tu arriverais à nous résumer, pour les auditeurs en tout cas, les grandes modifications qui se passent au niveau cardiaque et respiratoire quand on fait de l'ultra-trail? C'est quoi les grandes choses qui vont changer? Si demain, je pratique du trail, de l'ultra pendant 2 ans, qu'est-ce qui va se passer entre avant les 2 ans et après? C'est quoi les grands changements? Alors, tu fais bien de préciser 2 ans parce qu'on a des modifications à la fin d'un ultra-trail, mais c'est très labile, ça va vite rentrer dans l'ordre. En particulier sur le plan cardiaque, tu vas avoir une fatigue du cœur. Le muscle cardiaque, on dit qu'il est, et on a raison de dire qu'il est infatigable. Malgré tout, on arrive à mettre en évidence avec les outils qu'on a actuellement un cœur qui est quand même un peu moins performant quand on l'a fait travailler pendant 36 heures de suite ou un peu plus. Mais à long terme, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'en réponse à une augmentation chronique du travail qu'il a à faire, donc pour générer un débit cardiaque, donc un débit de sang
à travers le corps pour aller irriguer tous les muscles qui sont en activité, on a un cœur qui va se dilater progressivement, donc il va augmenter de taille. Et ça, c'est une modification qui est importante et qui est obligatoire. On ne peut pas faire un sport d'endurance sans avoir ce genre de modification. Alors, c'est plus ou moins important en termes d'amplitude et de volume, mais c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc ça, sur le plan cardiaque, on le voit bien et ça aura des conséquences par la suite. Sur le plan respiratoire, c'est vrai que le système respiratoire, il va peut-être moins s'adapter. Il ne va pas gagner en volume, par exemple. On a un volume de poumon qui est ce qu'il est, et ça ne varie quasiment pas avec l'entraînement. Par contre, au niveau des bronches, donc les petits systèmes de tuyaux qui distribuent l'air au niveau des alvéoles, là où se font les échanges avec le sang, eh bien, ces bronches, en fait, le fait d'hyperventiler constamment et donc d'avoir un débit à travers les bronches qui est important, ça peut inflammer les bronches, les parois des bronches, et on peut avoir des bronches qui peuvent être un petit peu plus obstruées, donc un calibre un petit peu inférieur. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de façon très fréquente. Il y a le sport et il y a probablement l'environnement, et en particulier la pollution, parce que quand on fait du sport dans des milieux qui sont un peu pollués, on va brasser des polluants de façon importante. Donc je dirais que c'est les deux grosses modifications qu'on a sur le plan cardio-respiratoire. Tu as dit en réponse sur le cœur qu'il y avait des conséquences à ce cœur qui grossissait. Et je te propose d'enchaîner. C'est quoi la conséquence, par exemple, d'un cœur qui grandit, qui grossit, positive et négative, si jamais il y en a des négatives? Alors positive, c'est que plus la cavité est importante, plus tu vas pouvoir générer un débit cardiaque important, donc plus tu seras performant. Donc ça, c'est pour ça qu'on dit que c'est obligatoire quand on s'entraîne régulièrement et qu'on augmente son niveau de performance. Le côté un petit peu négatif, c'est que les cavités cardiaques, quand elles se dilatent, elles sont plus susceptibles de générer des troubles du rythme. Donc avoir des cœurs qui de temps en temps s'accélèrent, que ce soit à l'effort ou en dehors de l'effort. Et c'est le principal problème que l'on a chez les sportifs d'endurance à long terme, c'est d'avoir un cœur qui est plus excitable. Est-ce que tu fais référence à ce qu'on appelle les extrasystoles auriculaires, si je dis pas de bêtises, c'est ça quand tu parles de cœur qui s'accélère? Ouais, tout à fait. Alors les extrasystoles, c'est un phénomène un peu isolé. Extrasystole, ça veut dire qu'on a un petit battement prématuré qui vient pas là où il devrait. Donc on peut le sentir, mais ça peut déclencher des troubles du rythme, c'est-à-dire des tachycardies plus prolongées, avec un cœur qui s'accélère de façon régulière ou irrégulière, mais alors qu'on lui a rien demandé. Donc ça, c'est un truc assez fréquent et chez les sportifs d'endurance, en tout cas chez les hommes, parce qu'on a moins de données chez les femmes, mais ce serait 5 à 6 fois plus fréquent que dans la population générale. Donc ça, c'est une vraie conséquence du sport d'endurance. Avant de passer sur les conséquences, on va dire, respi, j'avais divisé la suite de l'échange en cardiaque et respi, donc je te propose de continuer sur ce bon vieux cœur qui, au final, nous aide bien pour l'ultra-trail et pour l'endurance de manière générale. Il y a des études qui parlaient d'un remodelage cardiaque avec la pratique de l'endurance. Est-ce que tout ce qu'on vient de raconter là, c'est la définition même du remodelage cardiaque ou c'est pas ça Oui, non, c'est ça. La définition du remodelage, c'est toutes les modifications du cœur et du système vasculaire, donc du système cardiovasculaire, en réponse à un stress chronique. Donc il peut y avoir un remodelage anatomique, c'est la dilatation des cavités cardiaques. Il peut y avoir un remodelage fonctionnel, c'est-à-dire, par exemple, quand tu t'entraînes et que ton cœur baisse en fréquence cardiaque de repos, c'est un remodelage fonctionnel. Et puis, tu peux avoir un remodelage aussi du tissu. C'est-à-dire que si je pouvais faire des coupes de cœur, je m'apercevrais que les cellules sont un peu plus grosses, les cellules cardiaques, donc les cellules musculaires. Je pourrais aussi voir éventuellement des petites cicatrices dans le cœur, comme dans un muscle périphérique qu'on aurait, par exemple, déchiré. Il est possible que, en fait, quand on s'entraîne aussi de façon un peu intense, on déchire de temps en temps le cœur et qu'on ait une petite réaction inflammatoire et des petites cicatrices fibreuses. Et ces cicatrices que l'on voit dans le cœur, on le voit maintenant bien avec les techniques d'IRM, donc techniques d'imagerie qu'on n'avait pas avant. Et ça, peut-être aussi une conséquence de la pratique à long terme du sport d'endurance. Tu viens de préciser, là, une particularité, tu as dit que c'était peut-être lié à l'intensité. Et quand on stimule le corps fortement, est-ce que c'est un des points que je voulais aborder avec toi, est-ce que tu penses que le travail d'intensité est plus à risque pour le cœur ou plus dommageable pour le cœur que le travail à basse intensité? Quelle est la place de l'intensité dans tout ça? Alors, c'est difficile de répondre à cette question, mais il est assez clair et évident que plus on monte en intensité, plus on sollicite le système cardiovasculaire, plus éventuellement il peut y avoir un risque cardiovasculaire. Donc le risque cardiovasculaire, il augmente avec l'intensité, mais le risque, il est essentiellement, je dirais, coronaire, donc au niveau des artères du cœur. Ça, on en parlera, c'est une autre conséquence et c'est un élément assez
assez nouveau dont on n'a peut-être pas parlé dans l'article dans lequel tu fais référence. Il n'y a pas d'autres conséquences. Quand tu fais du volume à basse intensité, en fait, tu vas générer un débit cardiaque prolongé, élevé, et c'est probablement ça qui est à l'origine de la dilatation, donc un phénomène plutôt positif. Mais quand tu fais d'une séance d'intensité, tu te mets plus à risque que quelqu'un qui resterait sur son canapé, ça c'est clair. La raison pour laquelle j'ai pensé à ça, c'est parce que quand tu regardes la littérature sur les blessures ou les pathologies qui sont plus, je sais pas comment on pourrait appeler ça, traumatiques, type tendinopathie, fracture de fatigue, etc., il y avait quand même des relations dans la littérature entre le temps passé à haute intensité et le nombre de blessures, tendinopathie, fracture de fatigue. Et je me suis dit, et au niveau du cœur, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer la même chose? Par exemple, au plus tu fais de fractionner dans ta vie, ou au plus tu travailles les très hautes intensités. Et c'est un petit peu ce qu'on vient de discuter, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a probablement une relation qui est identique, sauf qu'on ne l'a jamais montré, en fait. Parce qu'en fait, il faudrait suivre une population depuis le jeune, et puis surtout avoir une idée de la charge d'entraînement. Et en fait, on n'a jamais ça dans la littérature. Dans la littérature, on n'a que des questionnaires où on te dit... il y a 20 ans, combien d'intensité tu faisais? Alors voilà, c'est pas hyper précis quand même, mais il y a probablement effectivement une relation avec la charge d'entraînement d'une façon générale. Ok, ce qui là aussi renvoie peut-être à l'importance de contrôler ou de suivre la charge d'entraînement des intensités, peut-être de manière... En tout cas, si on commence peut-être de monter progressivement sur les intensités et pas commencer directement avec 3 fractionnés semaine. Ouais, tout à fait. Et là, on a... là où on n'est pas très bon avec le cœur, en fait, c'est qu'on n'a pas d'outils très performants en fait, pour voir si le cœur a récupéré ou pas. Au niveau des muscles périphériques, quand tu as mal aux jambes, tu sais que ça n'a pas récupéré. Donc, en fait, tu peux éventuellement faire une séance à plus basse intensité ou attendre un peu. Au niveau cardiaque, si le muscle cardiaque n'a pas récupéré, tu ne le sais pas beaucoup. Donc, en fait, c'est des choses un peu indirectes avec tous les outils de variabilité, ta fréquence cardiaque du repos, pour te dire, tiens, c'est bizarre, j'ai pas récupéré comme d'habitude. Mais c'est un muscle qui peut se fatiguer, qui peut éventuellement se déchirer et qui doit pouvoir cicatriser. Donc, il y a probablement, je dirais, le même phénomène que sur des muscles périphériques. Oui, c'est vrai que ce que tu viens de dire, ça renvoie les auditeurs à l'épisode que j'avais enregistré avec Laurent Schmitt sur la variabilité de la fréquence cardiaque, mais il mettait en avant que le cœur, c'était très complexe. Il y a plein de choses qui le stimulent, qui le freinent, et que c'est pas si simple de savoir ce qui se passe, mais si on fait des suivis pertinents, qu'on se connaît, qu'on quantifie sa charge, qu'on suit différents indicateurs, normalement, on devrait arriver à avoir une idée de si notre cœur est en forme ou pas. Tout à fait. Je pense qu'il faut, tu l'as bien dit, alors quand on n'est pas professionnel, du coup c'est bien d'avoir recours peut-être à un coach qui souvent est là pour freiner les ardeurs des trailers en leur disant « Attendez, c'est pas parce que vous allez faire 30 heures de trail par semaine que vous allez progresser ». Je crois qu'il faut être hyper attentif à ça, y aller hyper progressivement et laisser le temps à l'organisme de développer toutes ces qualités qu'il faut pour faire de l'ultra-trail. Et c'est pas en quelques mois. Et j'ai un autre conseil, mais si jamais t'es pas d'accord, je te laisse le dire. C'est pas parce que vous allez courir 160 km en une course que vous devez en faire 160 par semaine à l'entraînement. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Oui, je suis assez d'accord avec avec ce fait, ouais. Juste avant de ta réponse, si on remonte 3-4 réponses en arrière, tu as commencé à vouloir ouvrir une piste sur les coronaires en disant que tu l'avais pas abordé dans l'article, donc j'ai pas pu l'aborder en partie 1. Est-ce que tu voudrais développer un petit peu cette partie-là ? Oui, alors il y a un concept actuellement, maintenant qu'on a accès en fait à une imagerie coronaire qui est plus facile avec le scanner en fait, donc sans faire d'examen spécifique au niveau des artères du cœur. Et on s'est aperçu que les gens qui pratiquaient le sport d'endurance depuis longtemps avaient plus de plaques dans les artères du cœur que les gens qui faisaient pas du tout de sport. Donc ça, pour nous cardiologues, c'est un truc qui est assez perturbant. En se disant, tiens, on est en train d'abîmer les coronaires. Et d'ailleurs, on appelle ça la maladie coronaire accélérée du sportif. Donc là encore, il faut encore bien se dire que c'est de l'imagerie, c'est-à-dire qu'on regarde des images, on se dit, oui, tiens, c'est pas tout à fait normal, c'est pas une artère du cœur qui est normale, mais en face, il faut mettre les événements. Et en fait, c'est des gens qui ne souffrent pas du cœur, et qui ne font pas d'événements cardiovasculaires. C'est-à-dire que ces plaques, il y en a plus. Elles sont peut-être plus importantes que chez quelqu'un qui ne fait pas de sport d'endurance, mais malgré tout, elles sont peut-être plus stables, plus solides, et du coup, elles donnent moins d'événements. Donc, il se passe quelque chose, mais peut-être que ce n'est pas si horrible que ça.
Alors ça me surprend beaucoup parce que moi j'ai fait mon doctorat 3 étages en dessous. J'étais en mi-temps au centre de cardiologie qui est juste en dessous de nous, l'hôpital de jour, où il y avait des personnes qui avaient plein de plaques. Et pour eux ça se passait pas très bien, la plupart avaient fait un infarctus. Donc quand on parle de plaques dans les artères, généralement c'est pas bon signe. Donc alors c'est pas bon signe dans la conception qu'on a actuellement de la maladie coronaire. Alors c'est vrai que d'avoir des plaques quand on fait pas de sport et qu'on a des facteurs de risque, qu'on fume ou qu'on a du cholestérol ou ce genre de choses, effectivement on se dit voilà, c'est quelqu'un qui est à risque d'événements cardiovasculaires. Là on est face à des sportifs, en tout cas dans les publications que l'on a, dans les grosses séries que l'on a, c'est des sportifs d'une 50aine d'années, ils n'ont pas de symptômes, ils n'ont pas de facteurs de risque cardiovasculaire et malgré tout ils ont des plaques, mais ils font moins d'événements. Alors, on revient aussi un peu sur ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que les sportifs d'endurance ont aussi une mortalité qui est plus importante. Donc, du coup, l'interprétation en fait des plaques que l'on voit chez le sportif, elle est peut-être pas la même que chez un non-sportif. Mais tu as raison, quand on a des plaques, nous, je dirais, l'arrière-pensée qu'on a, c'est de se dire, oula, il faut pas que la plaque se rompe et qu'elle donne un événement cardiovasculaire, un infarctus ou autre chose. Tu viens de dire que les sportifs d'endurance avaient plus de mortalité. Tu voulais dire moins de mortalité, j'imagine. Pardon, alors si j'ai dit ça, ouais, il faudra couper au montage, mais effectivement, une mortalité qui était moindre. Ouais, qui était moindre. Ouais. C'était pour être sûr qu'on parlait de la bonne chose. Non, c'est très clair. Tout à l'heure, on a parlé du fait que le cœur, après un ultra, par exemple, après une grosse course, le cœur allait être fatigué, on va avoir de l'arythmie, etc. Est-ce que, j'ai 2 petites questions là-dessus. Est-ce qu'on sait combien de temps ça dure, ça ? Combien de temps le cœur va mettre à s'en remettre en moyenne? Et est-ce que, en tant que sportif un peu lambda, il y a des choses qu'on peut surveiller en se disant, là, c'est des signes que mon cœur va bien ou des signes que j'ai pas complètement récupéré? Ouais. Alors, il y a quelques années, sur le T4M, on avait fait une manip où on surveillait le cœur à la fin de la course et puis surtout dans les 10 jours qui suivaient. Et au bout de 10 jours, sur le plan anatomique en tout cas, le cœur était toujours beaucoup plus dilaté qu'avant la course. Donc on n'avait pas récupéré, alors que bien sûr les sportifs se plaignaient de rien. Donc il y a une récupération qui se fait qui est beaucoup plus longue que ce qu'on pense en fait. Alors on n'a pas d'idée au-delà de 10 jours. Souvent dans la littérature en fait on fait 24-48 heures et puis après on s'arrête là. Donc en tout cas à 10 jours le cœur est toujours plus dilaté. La fréquence cardiaque, elle est revenue à l'état de base, mais en tout cas, elle est passée par un creux où on a bien baissé sa fréquence cardiaque de repos avant de remonter. Et ça, c'est un signe de fatigue du cœur qui baisse, ouais. Généralement, c'est pas un signe d'entraînement également? Alors, ça peut être un signe d'entraînement, évidemment, lorsque c'est géré de façon un petit peu chronique. Mais après une grosse épreuve, c'est une réaction en fait de protection du cœur. Le cœur, quand tu le stimules tout le temps, il se dit, bon, ça, c'est pas normal, j'aime pas trop. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever des récepteurs pour éviter que tu le stimules. Et donc, en fait, tu vas avoir besoin de beaucoup plus y aller pour stimuler et monter ta fréquence cardiaque. Donc, c'est quelque chose que les entraîneurs utilisent beaucoup. Quelqu'un qui te dit, je m'entraîne, mais je ne monte plus en fréquence cardiaque, là, c'est quelqu'un qui est fatigué, sur le plan cardiaque, en tout cas. Donc, s'il est fatigué sur le plan cardiaque, je pense qu'il n'y a pas que le cœur. Donc, tout ça, c'est des petites choses qui doivent alerter pour se dire, voilà, j'ai pas récupéré, donc voilà, je fais rien, ou je fais un truc hyper doux. Ouais, où je peux aller marcher, faire un petit tour en vélo tranquillement, pour se dégourdir, pour pas être sédentaire, mais pas d'entraînement, quoi. Ouais. Je pense que tu fais référence à l'étude que vous aviez menée où vous suiviez l'UT4M d'une traite versus l'UT4M en 4 étapes. Ouais, tout à fait, ouais. Et je me souviens, c'est vrai qu'au niveau métabolique, structurel, les jambes et tout, la force max, par exemple, le pic de force, il était revenu au bout de, si je dis pas de bêtises, c'était au bout de 10 jours. Où tu étais revenu, et en fait là on voit qu'il y a d'autres indicateurs qui sont pas forcément là, donc au niveau des jambes on pourrait se dire bon ça va, je peux reprendre, et en fait il y a d'autres indicateurs qui laissent entendre qu'il faut pas 10 jours pour récupérer d'un ultra. Et là on s'intéresse qu'à ces organes là, mais il y a peut-être des organes qui ont des cinétiques de récupération qui sont aussi complètement différentes. Je pense qu'on sous-estime la durée de récupération en fait de l'organisme face à un tel stress, même s'il est différent d'un trailer à l'autre, en fonction du niveau, de l'intensité, de je ne sais quoi. Un ultra-trail, c'est pas anodin. Il faut laisser après le temps à l'organisme de récupérer, de cicatriser, de réparer et de progresser. Et ça veut pas dire, comme on l'a dit juste avant, ça veut pas dire ne rien faire du tout. Ça veut peut-être dire juste mettre de côté un peu l'entraînement intense, les choses les plus sollicitantes.
Tout à fait, ouais. Et même du volume, peut-être un peu moindre. C'est vraiment baisser et juste faire un peu d'activité physique pour s'entretenir un petit peu et on reprendra quand on aura vraiment récupéré. Quand on fait un trail ou un ultra, il y a un moment où souvent la fréquence cardiaque baisse. À un moment qu'on le veuille ou non, on est pendant l'effort. Tu me corriges si je me trompe, mais il me semble qu'il y a beaucoup de sportifs qui observent à un moment donné, au bout de 10-15 heures, la fréquence cardiaque qui baisse, quoi qu'ils le veuillent ou non. Est-ce que ça, c'est un phénomène qui est assez connu? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Ça veut dire que notre cœur est en danger et il met en place des mécanismes ou au final c'est normal Non, c'est quelque chose qu'on décrit sur des trucs hyper longs, enfin des épreuves hyper longues. C'est assez classique, c'est un phénomène de fatigue cardiaque. Et généralement, au bout de 15 heures, on a aussi une baisse de l'intensité qui fait que on commence aussi à avoir une sollicitation cardiovasculaire qui est moindre. Et ça, c'est vrai que il suffit que, qu'un ravito soit là ou que tu approches de l'arrivée. Et en fait, tu arrives à restimuler le cœur, en fait. Tu accélères et là, le cœur, il est capable. Mais c'est vrai que, c'est ce que je te racontais un petit peu avant, il y a moins de récepteurs. Donc, pour le faire accélérer, il va falloir que tu stimules plus. Donc, il faut y aller un petit peu plus. Et il faut une raison peut-être valable, comme tu dis, une arrivée ou quoi, pour que tu puisses te remettre un petit peu dans l'effort. Petite pause. Si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez l'article associé à cet épisode et toutes les études scientifiques citées. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements proposés vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Allez, on retourne à l'épisode. Je pense qu'on a déjà bien fait le tour de la partie un peu cardiaque, sauf si toi tu vois quelque chose à rajouter. Mais une question que je vais te poser, c'était est-ce que là, pour les auditeurs qui nous écoutent, selon toi, il y a des choses à faire, des stratégies à mettre en place pour surveiller leur santé cardiaque, cardiovasculaire, sur le long terme? Est-ce que des épreuves d'effort, consulter un cardiologue tous les 2 ans, 5 ans? Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour suivre ce côté-là, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème en train de se développer avec leur pratique? Alors déjà, la première chose, c'est l'éducation, c'est-à-dire suivre des podcasts comme le tien, non, où effectivement on peut décrire un peu les symptômes. Je pense qu'il faut être hyper attentif aux symptômes que l'on peut avoir lorsqu'on s'entraîne ou lorsqu'on fait une course. Parce que quand on fait un événement cardiovasculaire, quand il se passe un truc, généralement, quand on interroge bien les sportifs, ils avaient déjà des signes et ils les ont soit négligés, soit ils les ont mis de côté pour plein de raisons. Donc, normalement, le sport, ça donne pas de symptômes sur le plan cardiaque. Donc, si on est beaucoup plus essoufflé que d'habitude, alors qu'on fait un truc qui est assez banal pour soi, dans son environnement habituel, je sais pas, on monte une côte et on est beaucoup moins performant que d'habitude. Bien sûr, si on a des douleurs dans la poitrine, mais ça, généralement, les gens sont assez attentifs à ça. Et surtout, maintenant qu'on a des objets connectés, des cardiofréquencemètres ou autres, si on a l'impression d'avoir une fréquence cardiaque qui débloque, qui n'est pas en phase avec ce qu'on fait à l'entraînement, il faut se méfier et consulter. Et quand on n'a pas de symptômes, est-ce qu'il faut consulter régulièrement? Là, je dirais que c'est un peu une question qui est difficile. Au-delà de 40 ans chez l'homme, de 50 ans chez la femme, on rentre dans des zones où le risque cardiovasculaire augmente. Donc, je pense que d'aller voir au moins une fois un cardiologue, au moins pour, faire une évaluation du risque cardiovasculaire global, c'est pas mal. Et ça peut donner une idée à l'échographie aussi du type de remodelage cardiaque qu'on a avec la pratique du sport. Et puis après, mettre en place un plan de surveillance. Voilà. Donc, à titre systématique, pas obligatoirement, surtout quand on est très jeune. Mais dès qu'on a des symptômes ou qu'on a un doute de quelque chose, il ne faut pas hésiter à consulter. J'aime beaucoup la partie de ta réponse sur les outils connectés qu'on a, parce qu'on en a plein. Et je trouve que déjà, avoir un entraîneur qui nous connaît, c'est déjà cool, parce qu'il va pouvoir des fois voir... oh là, c'est bizarre cette séance, d'habitude, tu n'es pas dans ces fréquences cardiaques alors que tu es à 10 km/h. Et on a quand même la chance, c'est qu'aujourd'hui, les ceintures de fréquence cardiaque, c'est d'une fiabilité qui est énorme. Quand tu regardes des corrélations avec un ECG, c'est monstrueux. Je me dis, c'est quand même vraiment rien, juste une ceinture de FC, et on a plein d'infos avec ça, ce qui peut nous donner
le côté perf, mais aussi le côté santé, du coup. Oui, tout à fait. Et tu fais bien de préciser la ceinture de fréquence cardiaque. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui nous consultent avec des montres qui utilisent uniquement effectivement la mesure de la fréquence cardiaque au poignet, qui est quand même beaucoup, beaucoup moins fiable. Bon, si malgré tout, les sportifs voient des variations bizarres, hein, je pense que voilà, en parler, c'est pas inutile, mais c'est vrai que c'est moins fiable quand même que la ceinture. Par contre, sur la ceinture, voilà, faut pas se dire que c'est un problème de mesure. Comme tu le dis, c'est hyper précis. Donc si ça s'emballe et que ça devrait pas s'emballer, voilà, moi je conseille quand même d'aller voir ce qui se passe. Et ben, je te propose qu'on ferme cette première parenthèse sur le cœur et qu'on passe à ta deuxième spécialité, le côté respiratoire. Tout à l'heure, tu as dit qu'il se passait, avec l'entraînement, peut-être des petites inflammations, des petites irritations du système respiratoire, des bronches, si je me souviens bien de ta réponse. Est-ce que ça, c'est inquiétant? Est-ce que ça peut développer de l'asthme à long terme parce qu'on pratique du sport? En fait, l'endurance nous développerait de l'asthme? Ou est-ce que en fait, ça, c'est un phénomène qui est mineur et OK, il y a un peu d'inflammation, mais c'est pas si grave? Alors, bon, c'est jamais bon d'avoir de l'inflammation. Mais, alors, encore une fois, c'est un peu comme pour le cœur, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'études longitudinales pour voir l'évolution en fait, du système bronchique. On n'a que des photographies à un instant T. Et ce qu'on voit, effectivement, c'est que les sportifs d'endurance ont plus souvent des bronches qui sont un petit peu obstruées. Souvent, c'est un peu fixé. C'est-à-dire que avec des médicaments qui sont censés dilater les bronches, on n'arrive pas à retrouver un calibre normal. Et ça, on le voit beaucoup chez des nageurs, des triathlètes, des cyclistes, peut-être plus chez eux d'ailleurs que les ultra-trailers, mais parce peut-être on en voit moins actuellement, mais ça risque peut-être de changer. Et c'est pas toujours symptomatique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens chez qui on trouve ça lorsqu'on fait un test d'effort, qui se plaignent de rien, et qui ne sont pas spécialement gênés par ça. Et du coup, on ne donne pas spécialement de traitement. Parfois, c'est beaucoup plus symptomatique et on a ce qu'on appelle une hyperréactivité bronchique. C'est-à-dire que les bronches sont à la fois pas d'un calibre absolument parfait, surtout tout l'arbre bronchique, donc un petit peu plus obstrué, un petit peu plus rétréci. Et surtout, elles sont réactives. C'est-à-dire que là où il devrait se dilater, il suffit qu'il y ait, je sais pas, un allergène, un pollen, un truc, une pollution, un truc qui passe, et elles vont avoir tendance à se contracter encore plus. Et là, du coup, ça peut être symptomatique, c'est-à-dire que le sportif peut se sentir gêné. L'impression de ne pas pouvoir expirer ou parfois ne pas pouvoir faire rentrer d'air dans la cage thoracique. D'avoir une espèce de limite à l'inspiration. Tout à fait, ouais. Donc là encore, une fois, il faut être attentif, je dirais, un peu aux symptômes. La respiration qui se met à siffler, l'impression d'être bloqué sur le plan respiratoire, quelqu'un qui tousse à l'effort ou qui tousse après l'effort, c'est des symptômes qui ne sont pas normaux. Il y a quand même une chose qui est particulière, alors j'en parle parce qu'on est actuellement dans un pic de canicule à Grenoble qui va avec souvent un pic de pollution, mais il y a aussi des compétitions qui vont se passer dans des conditions extrêmes pour les bronches. La pollution, c'est pas top pour les voies respiratoires, le froid, c'est pas top pour la respiration, l'air sec, je crois que c'est pas top non plus pour les bronches. Est-ce que ces types de pratiques sont, par exemple, préparer la Saint-Élion, ça va pas avoir le même impact que préparer une course en été sur le système respiratoire, ou est-ce qu'en fait l'impact de l'environnement, il est un peu minime, on va dire? Alors, il est loin d'être minime. Comme tu le dis, effectivement, de l'air froid, sec, c'est des choses qui vont éventuellement pouvoir, justement, sur un arbre bronchique un peu réactif, un peu hyper réactif comme ça peut avoir un effet un peu négatif. Et puis, l'impact des polluants, comme tu le dis, et des allergènes, quand on est allergique à des choses, il est aussi majeur. Donc, il peut y avoir des périodes où on a besoin peut-être plus de traitement que d'autres. Là, encore une fois, c'est bien de le mettre en évidence parce que ça peut aboutir à des stratégies soit d'entraînement, soit de mise en place de traitement avant la course ou pendant la course, qui peut permettre de passer un cap et d'avoir une course qui se déroule dans de bonnes conditions. Est-ce que dans ces conditions-là, il y a quelque chose que l'athlète peut faire? Par exemple, si demain je prends le départ de la Saint-Élion qui est très froide, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour protéger un peu mes bronches? Je sais pas, comment on appelle ça, un buff sur le visage qui va peut-être un peu filtrer l'air froid ou quoi? Ouais, tout à fait. Ouais, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui marchent bien, effectivement, y compris les gens qui partent en altitude et qui sont hyper réactifs sur le plan bronchique. Effectivement, de ne pas respirer d'air froid, donc de mettre un buff sur le visage, ça permet d'éviter ce
autant que faire se peut d'éviter ce genre de choses, ouais. Ok. Et pour la pollution, par contre, j'avais cru lire que c'était trop microscopique pour avoir le moindre effet, je crois, ce genre de filtrant, mais je me trompe peut-être. Effectivement, les petites particules, les microparticules qu'on respire, elles sont pas filtrées par les masques, donc il n'y a aucun intérêt. Du coup, là, on rentre par exemple dans une phase qui va être plus polluée que d'habitude. Est-ce que les sportifs, ils doivent, pour leur santé, faire attention à l'entraînement pendant ces phases-là? Par exemple, s'ils ont des gros volumes, des sorties longues, les réduire un peu parce qu'on est sur un pic de pollution, ou est-ce que globalement, ça va pas avoir trop d'impact? Est-ce qu'on doit adapter l'entraînement? Oui, on doit obligatoirement adapter l'entraînement. Alors, on parle pas de la chaleur, où là, il faut effectivement aussi adapter l'entraînement, et ça, c'est clair. Quand il y a un pic de pollution, il faut pas faire de sport intense. Pas faire de sport intense, déjà parce que plus on fait du sport intense, plus on hyperventile, plus on brasse la pollution. Et il n'y a pas que l'arbre bronchique, c'est-à-dire qu'au niveau des alvéoles, tout ça, ça va passer dans la circulation. Ça a aussi des conséquences sur le plan cardiaque. Et on sait que beaucoup d'événements cardiaques, tu parlais d'infarctus tout à l'heure, peuvent être déclenchés par des pics de pollution, en fait. Donc, faire du sport quand c'est pollué et du sport intense quand c'est pollué, franchement, c'est pas une bonne idée. Donc, en dehors, je dirais, de sportifs de haut niveau, enfin des gens qui ont des objectifs, je sais pas, les Jeux Olympiques de Paris ou je ne sais quoi, et encore là, on peut tout discuter, mais en dehors de ça, je crois que c'est pas raisonnable de se mettre en danger pour ce genre de choses. Du coup, là, tu viens de dire, enfin, si j'ai bien compris, on peut continuer à faire un footing, ça va pas être très grave, mais par contre, par exemple, le fractionné qui est prévu dans la séance, on peut, s'il y a un pic de pollution, le décaler ou le faire sauter la semaine où il y a le pic. Oui, tout à fait, ouais. On a même des données scientifiques qui montrent que ne rien faire, c'est pas la bonne solution. Parce qu'il y a plein de gens qui disaient alors faire du vélo en ville, est-ce que c'est si bon que ça? Oui, se déplacer en vélo. Malgré tout, le fait de faire du sport, ça a un impact qui est tout à fait positif. Mais faire du sport intense ou faire du sport quand il y a des pics de pollution, là effectivement, on peut différer de quelques jours parce que ça dure jamais. En tout cas, actuellement, ça dure jamais des semaines et des semaines. Ouais, je me souviens qu'il y avait eu cette discussion parce que dans le laboratoire où j'ai fait mon doctorat, il y a quelqu'un qui travaillait sur la mobilité active et une des personnes avait dit oui, mais si je suis mobile en vélo dans une ville polluée, et au final je respire plus d'air pollué alors que dans ma voiture c'est filtré. Et je crois que la conclusion, il me semble qu'il y avait un papier là-dessus qui montrait qu'il y avait quand même plus de bénéfices à, par exemple, se déplacer en vélo plutôt que se déplacer en voiture malgré la pollution qui est plus élevée. Oui, ça c'est clairement démontré en fait. Donc rester dans sa voiture ou se dire je ne fais rien parce que c'est pollué, c'est pas une bonne solution. Ok, ça, un petit message cette fois santé, enfin activité physique, mais au final ça rentre dans le cadre de l'épisode, je pense largement. Tout à l'heure tu parlais de bronchoconstriction qui était induite par l'exercice, qu'on peut avoir par exemple aussi à la fin d'un effort où on va être un peu plus, de manière aiguë. Est-ce que ça passe vite? Est-ce que pareil on doit surveiller combien de temps on met à retrouver une ventilation à peu près normale, ou qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, est-ce que ça passe vite? Ça va dépendre un petit peu de l'état des bronches, mais si on se sent bloqué par la respiration, que ça siffle et des choses comme ça peut ne pas passer tout de suite. Il y a des crises d'asthme qui peuvent être graves. Donc, il faut pas le négliger. Il faut baisser l'intensité, s'arrêter. Et éventuellement, pour un asthmatique qui serait connu, c'est prendre tout de suite un bronchodilatateur, donc un médicament qui va lever la constriction et permettre effectivement de respirer, de ventiler de façon plus normale. Un peu la même question que je t'ai posée sur le système cardiaque. Est-ce que pour toi, les sportifs de trail, d'ultra-trail, d'endurance de manière générale qui nous écoutent, ils peuvent mettre en place des stratégies pour surveiller leur santé respiratoire sur le long terme? Tout à l'heure, on a parlé, tu vois, dans le cœur de la fréquence cardiaque de repos, du cœur qui s'emballe pour des efforts un peu nuls. Au niveau respi, est-ce qu'il y a des indicateurs comme ça qu'on peut surveiller? Alors, il n'y a pas beaucoup d'indicateurs faciles, à part effectivement, comme je te disais, la toux, le sifflement à la respiration, le bruit à l'inspiration. Donc, d'avoir une respiration bruyante, globalement, c'est pas tout à fait normal. Mais il n'y a pas d'autres indicateurs. On n'a pas d'indicateurs faciles parce qu'on n'a pas d'outils connectés actuellement qui font ce genre de choses. Donc, il y a le SPO2 sur les montres, mais ça, je pense que ça vaut vraiment pas grand-chose. Alors, c'est pareil que la fréquence cardiaque, donc ça marche pas terriblement bien non plus. Et normalement, faut déjà avoir une sacrée maladie respiratoire pour avoir un retentissement sur la saturation, en fait.
C'est ce qui me semblait. La SPO2, ça mesure la saturation. Moi, en tout cas, dans mon doctorat, il disait quand même que si tu désatures, que tu as une baisse là-dedans, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Il y a un gros problème. Donc là, je pense que ça peut amener à une consultation tout à fait justifiée. Tu as des montres qui peuvent te dire que tu es à 92 de saturation et tu dis, oh, c'est normal, c'est la nuit, j'étais à 92, alors que moi, de ce que j'ai vu, 92, ça va pas du tout, quoi. Oui, tout à fait. Bon, la saturation normale au niveau de la mer, quand on est au repos, c'est plutôt 96-97%. Hein, donc, Il y a une question que je vais te poser qui est peut-être un petit peu hors sujet, mais qui revient, qui boucle les mots avec quelque chose que tu as dit au tout début de l'épisode. Des fois, on entend actuellement, je sais pas si c'est une mode ou si c'est justifié, des sportifs qui mettent en avant l'entraînement de la respiration. Mieux respirer, mieux contrôler sa respiration à l'effort, plus de quantité d'air inspiré et que ça impacterait les performances. J'avais le sentiment de ce que je connaissais, mais qui est peut-être erroné, qu'au niveau respiratoire, on n'avait quasiment jamais de limite à la performance. En gros, on va toujours largement assez respirer pour performer, et que les limites dans la performance, elles seront plutôt au niveau cardio et vasculaire qu'au niveau respi. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à creuser, cette idée de respirer mieux, d'améliorer sa quantité d'air qu'on peut inspirer, ou c'est un peu la mode, mais il n'y a pas grand-chose derrière? Alors, je dirais, il y a deux éléments de réponse. Alors, respirer mieux, c'est comme tout système physiologique, en fait, on peut toujours essayer d'améliorer le rendement de l'appareil. Donc, il n'y a pas un effet entraînement majeur, en tout cas sur les volumes pulmonaires. Mais par contre, on peut s'entraîner et faire en sorte que, pour un même niveau d'intensité, on respire moins, c'est-à-dire qu'on augmente le rendement de l'appareil cardio-ventilatoire d'une façon générale. Donc, l'entraînement, c'est bénéfique là-dessus. Après, est-ce qu'il y a des techniques d'entraînement qui vont permettre éventuellement d'améliorer l'efficacité du système? Il y a pas grand-chose, mais l'entraînement des muscles respiratoires, le diaphragme comme les muscles respiratoires accessoires, ça peut être un petit gain supplémentaire lorsque l'on est athlète de haut niveau ou lorsqu'on a une maladie respiratoire, mais on n'est pas dans ce cadre-là. Donc voilà, donc il existe des petits systèmes qui permettent d'entraîner spécifiquement les muscles respiratoires. C'est des systèmes qui utilisent en fait une respiration, mais contre des valves plus ou moins. Donc en fait, on est obligé de forcer pour inspirer. Et du coup, on va entraîner les muscles de la même façon qu'on entraîne les jambes ou le cœur ou je ne sais quoi. Voilà. Donc l'entraînement des muscles respiratoires peut faire partie de l'entraînement, mais le gain n'est pas obligatoirement majeur. Et dernière question de cette partie sur la respiration. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient asthmatiques, est-ce que l'asthme, c'est le red flag et tu peux pas aller faire d'endurance et d'ultra trail, ou en fait, non, du moment que tu surveilles les mêmes indicateurs qu'on a discutés depuis le début? Alors bon, il y a différents types d'asthme. Il y a différentes aussi, je dirais, degrés d'asthme. Il y a des asthmes franchement sévères. Donc l'asthme n'est pas du tout une contre-indication à la pratique du sport. Au contraire, et en fonction de ce qui pourrait aggraver les symptômes lorsqu'on fait du sport, voilà, je pense que ça, c'est à bien discuter, à bien, je dirais, analyser. C'est-à-dire que le sportif, il doit être capable de dire, moi, quand il fait froid ou quand il y a ce type de pollution ou ce type d'allergène, je suis vraiment pas bien, et d'éviter ce genre de choses. Mais globalement, on peut faire de l'ultra-trail quand on est asthmatique. Après, ce qu'on ne sait pas, et ça, c'est d'une façon globale, je veux dire, quand on prend un traitement, qu'on prend quotidiennement un traitement, voire 2 fois par jour, et qu'on va faire de l'ultra-trail, est-ce que je prends mon traitement ou est-ce que je ne prends pas mon traitement? Voilà, ça on ne sait pas en fait, mais on a tendance à dire que oui, il faut essayer de prendre son traitement. Si on part pour plus de 40 heures de course, voilà, se dire, tiens, c'est le matin, là c'est le soir, je dois reprendre mes bouffées de ventoline ou je ne sais quoi. Donc c'est important de garder ça à l'esprit. Ouais, ou si possible, du coup, ça demande juste un peu d'organisation, mais dans le sac de délestage, tu peux mettre par exemple ta ventoline parce que tu vas le croiser régulièrement, ton assistance, elle peut l'avoir. En termes de poids, c'est pas extrêmement lourd, mais bon, voilà, si tu veux vraiment pas trimballer ta ventoline avec toi... Oui, ça c'est clair. Et ne pas hésiter, donc ça c'est plus le professionnel et celui qui médicalise des courses, ne pas hésiter à aller voir les postes médicaux si on a l'impression d'avoir un truc qui va pas, quoi. Ne pas forcer ou ne pas se dire j'y vais pas parce qu'ils vont m'interdire de continuer. C'est souvent ce qu'on entend. En fait, on n'est pas là pour ça. On est juste là pour que tout se passe bien. Donc, généralement, les gens qui sont sur les courses, à la fois, ils sont médecins, mais ils sont surtout, passionnés de trail aussi. Donc, ils connaissent un peu ce qui se passe. Donc, faut pas hésiter à aller les voir pour discuter avec eux des symptômes. Ok, ça me plaît bien comme message. Stéphane, on arrive à la fin de cet échange sur les risques pour la santé au niveau cardio-respiratoire de l'ultra-trail.
On va avoir, toi et moi, un petit moment d'échange réservé aux abonnés Patreon juste après. Mais d'abord, pour la partie publique, là, moi, j'ai plus de questions à te poser. Enfin, si, peut-être une dernière. Si les auditeurs voudraient suivre tes travaux scientifiques, les publications que tu fais, ton activité, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Alors, j'ai pas de site spécifique. Je travaille à l'hôpital de Grenoble, au CHU, à l'université de Grenoble. Donc voilà, on me retrouve facilement en fait via ce biais. Et, bon, je réponds assez facilement aux mails pour des gens qui auraient des problèmes spécifiques. Et puis après, on peut tout à fait se voir en consultation. Il n'y a pas de. Et LinkedIn, Twitter, tout ça, tu n'utilises pas ? Alors j'utilise LinkedIn. En tout cas, j'ai un compte. Voilà, sur lequel je ne publie pas beaucoup, mais où je republie des choses qui sont que je trouve intéressantes. Ok, et Stéphane, je te remercie beaucoup pour toutes les réponses aux questions que tu viens de nous apporter, et j'espère pouvoir échanger avec toi un de ces quatre sur peut-être une autre thématique. Très bien, merci à toi. Voilà, c'est tout pour ce Scientific Day partie 3 sur les risques de l'ultra trail pour la santé. Je suis ravi d'avoir pu entendre Stéphane sur la question. Ces réponses soulignent bien que tant que la pratique est réfléchie, que la charge d'entraînement est contrôlée et qu'on laisse le corps récupérer correctement, l'ultra-trail n'est pas à risque pour le système cardiovasculaire ni pour celui respiratoire. J'ai beaucoup aimé entendre les conseils de Stéphane en termes de prévention et je vous invite à appliquer ces derniers pour protéger au mieux votre santé et être à même de détecter la moindre anomalie pouvant nécessiter un avis médical. J'espère que ces 3 épisodes sur la santé et l'ultra-trail vous ont plu et vous ont aidé à tracer les grandes lignes permettant de pratiquer en minimisant les risques et en maximisant le plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que selon Edward Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.